Et dans les titres de cette édition de 15h, ouverture des travaux de réunion du comité des experts entre les experts djiboutiens et éthiopiens. Également dans l'actualité, les pourparlers de paix États-Unis-Taliban progressent. Voici les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a abrité ce matin la cérémonie de remise des insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, de la directrice du campus de France, Béatrice Kate, du président de l'université de Djibouti, Jamar Mohamed Hassan, du chef de mission géographique et du directeur du CERD, de la directrice de l'Institut supérieur de la santé et des conseillers, professeurs et chercheurs. Cette distinction est la plus ancienne des distinctions de la République française, décernée uniquement à titre civil. Elle récompense les personnels de l'éducation nationale, fonctionnaires et agents de l'État appartenant à un corps enseignant, administratif ou inspection, ainsi que les personnels qui ont rendu des services importants au titre des activités de ce ministère. L'ambassadeur de France à Djibouti a ensuite procédé à la remise des insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques au ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed. Et l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il s'est dit très heureux de remettre au nom du ministère français de l'Éducation nationale, de la jeunesse, les insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques. On l'écoute. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans l'enceinte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et très sensible au fait, Monsieur le ministre, que vous m'ayez demandé, au nom du ministre français de l'Éducation nationale, de vous remettre les insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques au cours de cette cérémonie que vous avez souhaitée simple et amicale. Cette distinction est la plus ancienne des distinctions de la République française, décernée uniquement à titre civil. Elle récompense les personnels de l'éducation nationale, fonctionnaires et agents de l'État appartenant à un corps enseignant, administratif ou d'inspection, et les personnels qui ont rendu des services importants au titre des activités de ce ministère. Les textes prévoient qu'elles puissent également être accordées aux étrangers contribuant au rayonnement de la culture française dans le monde. Et c'est votre cas, Monsieur le ministre. Pour marquer l'appréciation toute particulière que nous vous portons, nous avons fait le choix, qui reste exceptionnel, de vous permettre d'accéder directement au grade de commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Choix que vos mérites et votre carrière justifient amplement. Vous êtes un grand scientifique, Monsieur le ministre, et vos travaux en matière de génie biologique, tout particulièrement ceux consacrés à l'acclimatation du palmier dattier à Djibouti, bénéficient d'une large reconnaissance. En 2011, vous renoncez toutefois à la carrière scientifique qui vous était promise et décidez de mettre vos travaux de recherche entre parenthèses pour faire votre entrée au gouvernement. C'est en effet en 2011 que Monsieur le Président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, décide de créer un nouveau ministère, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, désormais distinct de celui de l'éducation nationale, et de vous en confier la charge. Vous donnez très vite une identité forte à ce nouveau département ministériel en accompagnant le développement de l'université de Djibouti et en étant particulièrement attentif à la création de nouvelles filières. En 2018, vous saluez ainsi les premiers doctorants en médecine et dans 2 mois, Djibouti disposera de ses premiers ingénieurs. Et le ministre, à son tour, donc, n'a pas manqué de remercier à cette occasion l'ambassadeur de France à Djibouti qui lui a remis l'insigne de commandeur dans l'ordre des palmes académiques françaises. Le ministre a témoigné toute sa reconnaissance au président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée en le nommant à ce poste. On l'écoute.
Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie de me remettre ce matin du 27 janvier l'insigne de commandeur dans l'ordre des Palmes académiques françaises et d'avoir su, avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'émotion, si bien sûr résumer mon parcours. Je rajouterai une chose à laquelle je tiens beaucoup. L'humanisme. Cet humanisme qui anime toutes mes actions et qui est pour moi une valeur fondamentale pour le vivre ensemble dans un monde plein de pessimisme, où les hommes sont tentés de s'enfermer intellectuellement dans des idéologies extrémistes ou extrêmes, ou physiquement en érigeant des murs et frontières, au mépris de l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Alors, permettez-moi de m'inspirer de l'humanisme d'Antoine Exupéry dans Le Petit Prince, qui appelle à plus d'optimisme. Il disait « C'est une folie de haïr les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner tous les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, il y aura toujours un autre ami, il y aura toujours un autre amour, une nouvelle force. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Un poète arabe qui disait Ayyuha shaki yuma bikada'un kayfa taghdu wa ghadaw ta'lila fatara ash-shawku fi al-wurudi wa ta'ma in tara fawqaha an-nada iklila. Ceci dit, je vous dirais que je suis très honoré pour cette distinction au grade de commandeur des Palmes académiques, le plus haut dans sa catégorie, et remercie votre pays, Monsieur l'Ambassadeur, la France. Je témoigne, en parlant de confiance, toute ma reconnaissance au Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant à ce poste clé dans l'avenir du pays et dans les actions que j'ai pu mener en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2011 ont largement contribué à cette distinction de ce matin. Également dans l'actualité, durant sa visite de travail à Djibouti, les promoteurs chinois ont effectué des visites des principaux sites touristiques du pays. Regardez. La délégation chinoise, en visite de travail de 72 heures à Djibouti, a pu visiter quelques-uns des plus beaux sites touristiques du pays. Au programme de cette journée marathon, la banquise de sel du lac Assal, la splendide plage et lagon bleu des îles Moucha et enfin la plage d'Arta. La visite a débuté par le lac Assal. La délégation chinoise, accompagnée des responsables djiboutiens, a pu admirer le merveilleux site du lac Assal sur sa banquise de sel de 56 km². Il est 10 fois plus salé que l'eau de mer. Il est le poumon blanc de l'industrie de Djibouti. C'est le point le plus bas du continent africain, situé à 155 mètres sous le niveau de la mer et le passage obligé de tous séjours à Djibouti. Lonely Planet l'a placé parmi les destinations à absolument découvrir en 2019. Ce qui fait la beauté du lac, ce sont les cristaux d'une blancheur presque immaculée dispersés autour du lac et le bleu turquoise de l'eau. Aux alentours, il y a plusieurs volcans, dont l'Ardoukoba et la baie du Goubet el Kharab, entourés de grandes falaises. Toujours escortés des éléments de la gendarmerie qui participent à leur manière au développement du tourisme national, la délégation chinoise a également pu admirer la faille du Rift, située à une centaine de mètres du célèbre volcan Ardoukoba. Après le lac Assal, direction les îles Moucha. Et c'est par voie maritime que ces îles sont accessibles. Et ce sont les éléments des gardes-côtes djiboutiens qui seront chargés de transporter les Chinois avec leurs vedettes et patrouilleurs puissants. Et ce n'est qu'un quart d'heure plus tard que l'île Moucha se dévoile à nos yeux. L'île Moucha est une petite île semi-désertique à l'entrée du golfe de Tadjoura, à une quinzaine de kilomètres au large de la ville de Djibouti. L'île est déjà occupée par quelques touristes et djiboutiens venus passer le week-end sur la très belle plage.
L'île possède une mangrove de palétuvier et est principalement connue pour la beauté de ses fonds sous-marins et comme site de plongée. Quelques petits îlots et l'île de Mascali se trouvent à proximité de Moucha, l'ensemble étant quelquefois nommé les îles Moucha. Ils constituent la partie émergée d'un récif corallien. Hormis leur mission de surveillance des eaux territoriales djiboutiennes, les gardes-côtes djiboutiens participent aussi au développement du tourisme en transportant régulièrement les touristes et autorités vers les sites touristiques les plus fréquentés. La dernière étape de cette tournée des sites touristiques est la plage d'Arta, que la délégation chinoise a eu l'occasion de visiter sans mettre pied à terre. La plage d'Arta est une plage de galets. Elle est bordée de montagnes d'origine volcanique. Arta Plage possède un impressionnant tamban où l'on peut voir de super poissons multicolores et parfois même des requins-baleines. Et c'est ainsi que la délégation chinoise a clôturé sa visite de 72 heures à Djibouti. Cette délégation comprenait également des responsables de tours opérateurs et experts de la presse voyage. Leur mission, faire découvrir les potentialités et atouts touristiques aux investisseurs chinois. Enfin, ces échanges culturels se déroulent dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire des relations sino-djiboutiennes. Et en l'honneur de la visite de la délégation des promoteurs touristiques chinois, un dîner gala a été organisé la veille au Djibouti Palace Kempinski. Dîner offert par l'Office national du tourisme de Djibouti, plusieurs personnalités ayant pris part, dont notamment le ministre du Commerce et du Tourisme, Hassan Mohamed Ibrahim, le conseiller technique du Premier ministre, Ali Sillaï, l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdullahi, le directeur général de l'ONTD, Ousmane Abdi, le PDG du groupe Touch Road Holding, ainsi que la délégation chinoise. Au menu de ce dîner, un spectacle culturel et traditionnel présenté par les troupes folkloriques nationales. Menu donc comprenant la parole au nom de la délégation chinoise, le PDG de la société Touch Road s'est déclaré donc réjoui de se trouver encore une fois à Djibouti pour découvrir les merveilleux sites touristiques du pays. Il a indiqué que les relations sino-djiboutiennes ne cessent de se renforcer au fil des ans et a félicité les dirigeants des deux pays. Il a également exhorté ses compatriotes chinois de profiter au maximum de cette visite de 3 jours en République de Djibouti parce que le pays n'offre pas uniquement des potentialités touristiques mais également un peuple accueillant et hospitalier. De son côté, le ministre du Commerce et du Tourisme, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est déclaré réjoui d'accueillir nos amis de la République populaire de Chine à Djibouti. On l'écoute. Votre présence si massive et de qualité est le gage de l'intérêt que vous portez à la question qui nous rassemble, célébrer l'amitié sino-djiboutienne. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie, c'est tout un symbole. En effet, Djibouti, terre d'échange et de rencontres, a toujours joué son rôle vecteur de terre d'hospitalité légendaire, portant en son sein une diversité culturelle, et c'est dans un esprit d'intégration mutuelle. Il va sans dire que cet événement œuvre à renforcer le lien entre Djibouti et la Chine. Ces 72 heures seront marquées par la découverte de la richesse naturelle et culturelle de la République de Djibouti, ponctuée par un échange interculturel entre nos deux pays. Et pour clôturer sa visite de travail de 72 heures à Djibouti, la délégation de promoteurs chinois, également composée d'artistes, a offert un spectacle au Palais du Peuple. Plusieurs autres personnalités djiboutiennes et chinoises, civiles et militaires, ont pris part à ce spectacle, comme on n'en voit pas souvent à Djibouti. Le spectacle a été couronné de succès et même l'hymne national djiboutien a été joué par l'orchestre chinois.
ويدلك يبيعك تابون ويا عناك علي عربات تابون Également dans l'actualité, la réunion des comités des experts djibouto-éthiopiens s'est ouverte ce matin à l'Institut diplomatique. Ce cadre privilégié de concertation et de dialogue entre les deux États a rassemblé des hauts cadres des institutions publiques, mais aussi de différentes architectures économiques. Côté éthiopien, c'est le directeur général du département des pays africains voisins et de l'IGAD, donc, qui est à la tête de la délégation éthiopienne. Cette réunion de concertation a été l'occasion de renforcer davantage les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays concernés. Dans son mot d'ouverture, le directeur des relations bilatérales a donc indiqué que le rapport entre Djibouti et l'Éthiopie vont le socle d'un partenariat stratégique, et le chef de la délégation éthiopienne a quant à lui identifié les relations entre les deux pays comme état donc deux pays frères. Il a souligné que ces rencontres contribuent à la mise au point d'une stratégie commune sur les questions d'intérêt commun. Nous partageons les mêmes valeurs, la même culture et la même vision économique, a-t-il indiqué. La réussite économique, politique et sociale de nos deux pays est intimement liée et nous profiterons de cette visite pour identifier d'autres moyens d'intégration et de croissance économique qui nous permettront de créer la prospérité et la sécurité pour nos deux pays et pour la région. Et dans le cadre du projet Mon école à moi, à l'instar de la capitale, les établissements scolaires de l'ensemble des régions ont été le théâtre d'une forte mobilisation donc de la communauté éducative, des leaders éducatifs et associatifs communautaires, ainsi que des forces vives du pays. Et c'est ainsi que la région de Tadjoura a été donc au rendez-vous hier pour la 3e journée d'action éco-citoyenne organisée par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de son projet. La journée a vu une forte mobilisation des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Autour du ministre donc délégué à la décentralisation, de nombreuses personnalités ont participé activement à cette journée, notamment le préfet Abdelmalik Mohamed, le conseiller donc technique et pour l'événement auprès des autorités locales et le vice-président de la région. Les officiels ont sillonné l'ensemble des établissements scolaires de la Ville Blanche à l'occasion citoyenne et communautaire. Les leaders associatifs et communautaires et les notables des différentes cités ont donné main forte donc aux élèves, enseignants et parents d'élèves dans les opérations de ramassage d'ordures, de jardinage, de peinture et de réfection des murs et pose de carrelage, mais aussi des réparations et remplacements des appareillages électriques défectueux. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et l'ensemble donc des personnalités ont voulu donner donc l'exemple en prenant part activement au succès de cette belle journée d'action en faveur de l'environnement scolaire et du bien-être de nos enfants. Nous sommes dans la continuité de l'action communautaire et citoyenne qui a été principalement initiée par le président de la République, mais surtout particulièrement dans des établissements scolaires mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour cette action noble et digne, tout d'abord, je félicite l'équipe du ministère de l'Éducation nationale, et particulièrement ici présent dans la région maintenant, à l'instant même avec moi. Notre présence également aussi montre que l'action citoyenne et la propreté est une action de toutes les personnes. Ça ne doit pas être une action ponctuelle, ça doit être une action contenue et ça doit être une action pérenne. Et ceci montre que c'est une affaire, la propriété, c'est l'affaire de toutes les personnes. Donc vraiment, cette action ne doit pas être des actions isolées et c'est une action qu'on doit généraliser. C'est la vitrine de tout. Rien qu'en dehors de l'établissement scolaire, quand un étranger s'atterrit dans le pays, dès qu'il descend de l'avion, s'il voit la rue propre, la route propre, les avenues propres, le marché propre, automatiquement il s'est fait des idées, des bonnes idées du pays et il revient dans son pays natal avec des souvenirs formidables. Donc, en tant que natif de la région,
je serai toujours à vos côtés. En tant que politique, je serai toujours à vos côtés. En tant que citoyen, je serai toujours à votre côté pour qu'on continue ensemble dans ce sens. Je vous remercie pour cette mobilisation. Également, action similaire également cette fois-ci dans la région de Dikil pour cette journée donc. Mon école à moi, de nombreuses personnalités donc ont participé donc à cette journée, dont le député Mohamed Hassan Farah, le préfet et le président de la région Mohamed Cheikhou et Abdelrahman Younis et de nombreuses personnalités. Les officiels donc ont fait le tour des établissements du chef-lieu de la région donc au Karoaz et ont participé avec les élèves, les enseignants et les parents d'élèves aux opérations de ramassage d'ordures, de peinture, de réfection des murs et pose de carrelage, mais aussi de réparation et remplacement des appareillages électriques défectueux. Les leaders associatifs communautaires et les notables donc, des différentes cités ont donné main forte dans ces travaux qui ont permis aux établissements scolaires de refaire donc peau neuve en une journée d'action et de mobilisation. Cette forte mobilisation démontre le succès du Menfob qui a réussi son pari de cultiver le sens du bien commun et les valeurs civiques comme la préservation de l'un des biens communs les plus précieux, à savoir l'école et son environnement. Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud, cette journée pour donner beaucoup plus de l'ampleur, pour vraiment rendre plus propre l'environnement immédiat des établissements scolaires. Un hommage vraiment très appuyé aux chefs d'établissement qui sont le fer de lance de cette journée citoyenne au sein de chaque établissement respectif. L'Institut national de santé publique de Djibouti a procédé à des activités combinées de pulvérisation et d'opérations d'épandage et de destruction des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville de Djibouti. En effet, l'Institut national de santé publique a dépêché des brigades de démoustication dans chaque quartier. Leur mission a mené donc ensemble des activités d'envergure de lutte antivectorielle contre la prolifération des moustiques et des gîtes larvaires afin d'éliminer les risques de transmission du paludisme qui est endémique dans notre pays. Il faut dire qu'en cette saison fraîche qui est favorable à la multiplication des insectes, ces activités de pulvérisation et d'épandage viennent à point nommé puisqu'elles constituent un excellent moyen donc pour contrer à temps leur prolifération en vue de réduire considérablement la prévalence du paludisme. Par ailleurs, ces équipes d'entomologie et d'agents d'hygiène ont également utilisé le procédé d'épandage qui consiste à répandre au-dessus des eaux stagnantes et dans les fosses septiques des solvants d'insecticides dont l'efficacité est avérée pour éliminer les larves de moustiques avec un impact environnemental quasi nul. En plus des activités de pulvérisation, l'équipe de lutte antivectorielle a par ailleurs sensibilisé les habitants des quartiers respectifs à contribuer à cette mission d'éradication des moustiques par la préservation de l'environnement propre à travers les activités de nettoyage et d'amélioration du cadre de vie. Sport à présent, dans le cadre du championnat régional ce vendredi, donc constitué la seconde journée de travail pour la délégation de la fédération séjournant à Ali Sabié. La matinée a été marquée par l'enregistrement de 10 équipes qui vont participer au championnat régional. Durant l'après-midi, c'est une cérémonie donc de distribution des équipements pour ces mêmes clubs. Des hautes personnalités issues de la région et des dirigeants de la fédération djiboutienne de football ont pris part à cet événement. Il y avait notamment le président du conseil régional, un grand sportif œuvrant inlassablement pour le développement donc, du sport de la région d'Ali Sabié. Également présent le second vice-président et président de la commission pour le développement du football dans les régions. Et par la suite, donc, ce dernier profita de l'occasion pour lancer le tirage au sort du championnat avec l'assistance des techniciens de la fédération. Et M. Djibril donc, a remis à chaque club les équipements nécessaires pour donc, leur permettant de commencer le championnat bien outillé. Ces équipements sont composés de maillots, de protège-tibia et des chaussettes. Et dans la matinée d'hier, au programme, le défilé des équipes et un match d'ouverture. Parallèlement, il est prévu une formation pour les techniciens des clubs qui se poursuivra jusqu'à lundi. Et pour cela, la fédération a mobilisé 2 experts qui vont prolonger leur séjour à Ali Sabié. Ces jours-ci, donc, la ville d'Assadjoug jouissait d'un climat doux et agréable, signe d'une nouvelle ère footballistique s'annonce pour les jeunes de la région.
Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La région d'Obok est attristée par la mort, le décès d'un grand notable et chef de village, Hassan Meïké. Suite à sa disparition, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la population d'Obok. Le ministre délégué à la décentralisation, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, également l'ambassadeur de Djibouti en Russie, le préfet de la région d'Obok, ainsi que le président du conseil régional, les sages de la région, le préfet et le président du conseil régional de la région de Dikil adressent tous leurs sincères condoléances à la famille du défunt Hassan Meïké et à la population de la ville d'Obok. L'ancien premier ministre de l'État Mohamed Ileta, le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah, les parlementaires également et le chef du cabinet, l'ancien chef du cabinet du premier ministre, président de la fédération RPP d'Obok, député également, adressent également leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à la population d'Obok. Que la terre lui soit légère et puisse le bon Dieu l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, plus de 50 fosses communes ont été découvertes par une mission d'enquête conjointe de la mission de l'ONU et des autorités auprès des tueries à caractère communautaire mi-décembre dans une région de l'ouest de la République démocratique du Congo, a annoncé l'ONU. Ces violences liées aux rivalités sur les terres ancestrales entre les membres des communautés Nounou et Tendé ont éclaté après l'enterrement d'un chef coutumier Nounou, malgré l'interdiction des autorités locales. L'interdiction, donc, depuis le 16 décembre 2018, plus de 16 000 personnes ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville en traversant le fleuve Congo, avait indiqué l'ONU dans un rapport daté du 17 janvier dernier. Au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans 4 villages du territoire de Yumbu, dans la province de Mendombe, à plus de 300 km au nord de Kinshasa. Et le gouvernement a estimé à une centaine de morts le nombre des personnes tuées. Quelques 465 maisons et bâtiments ont été incendiés ou pillés, dans 2 écoles primaires, un centre de santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Et plusieurs organisations demandent à l'Italie d'accueillir donc des mineurs secourus en Méditerranée. Save the Children et des organisations de l'ONU ont demandé hier à l'Italie d'accueillir donc les mineurs secourus récemment en Méditerranée par l'ONG allemande Sea-Watch, au moment où la situation des migrants secourus provoque une polémique entre différents pays. Ces jeunes personnes ont déjà suffisamment subi de violences et d'abus pendant leur voyage vers l'Italie et sont particulièrement vulnérables, a déclaré Raffaella Milano, directrice de la branche italienne de Save the Children. Elle a réclamé une réponse immédiate à l'appel de la justice de Catane pour permettre aux mineurs se trouvant à bord du bateau sous pavillon néerlandais Sea-Watch 3 de débarquer en Sicile. Le navire a été autorisé donc vendredi à s'approcher de la Sicile pour se mettre à l'abri du mauvais temps. Les États-Unis et les talibans ont fait état hier des progrès donc importants au bout d'une semaine de pourparlers de paix et pour permettre donc fin à 17 années de guerre en Afghanistan, même s'il bute toujours sur certains obstacles majeurs. L'administration de Donald Trump a entamé à l'été 2018 des discussions d'abord très discrètes avec des représentants des insurgés afghans à Doha, où les talibans disposent d'un bureau de représentation dédié à ces initiatives diplomatiques. Après plusieurs séances de négociations, Washington a fini par admettre que Zalmi Khalizad avait eu des contacts directs avec les talibans. Et cette semaine, les discussions au Qatar ont duré plus longtemps que les fois précédentes. L'envoyé spécial qui a l'habitude de tweeter tous les jours durant ses déplacements était resté muet pendant toute la durée de ces nouveaux pourparlers. Et enfin, au Brexit, donc, des manifestants construisent un mur entre les 2 Irlandes. Des soldats britanniques donc menaçant pour garder une frontière à nouveau érigée à 2 mois de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne. Des militants anti-Brexit ont voulu alerter sur le risque imminent du rétablissement de barrières entre les 2 Irlandes. Le spectre de la séparation fait ressurgir les fantômes de 30 années de conflit au nord. L'accord actuel du Brexit négocié
lancé par Theresa May prévoit un filet de sécurité pour éviter le retour de cette frontière. Il donnerait à l'Irlande du Nord un statut particulier, là maintenant quasiment dans le marché unique. Inacceptable pour beaucoup de parlementaires britanniques pour qui ces dispositions menaceraient l'intégrité politique et économique du Royaume-Uni. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.